Voilà. Désolé, vous n'aurez pas ce début de cours merveilleux. Maintenant, je lance. Donc, un ensemble est dénombrable. En fait, un ensemble est dénombrable. En anglais, on dira, je ne sais pas si quelqu'un sait, countable. Et en anglais et en français, on dira aussi discrete. Et certains d'entre vous ont déjà fait des probas et vous avez déjà entendu parler de la notion de variable aléatoire discrète. C'est vers ça qu'on va, petit à petit. Donc un ensemble est dénombrable. Si quoi? Si A est fini, c'est-à-dire si on peut l'écrire A1, A2, A3 jusqu'à A, disons, grand N avec N qui est fini. Ou alors, si A peut s'écrire comme une suite A1, A2, A3, c'est-à-dire qu'on peut les numéroter sans ambiguïté, mais ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire c'est une suite infinie. Cet infini-là, c'est ce qu'on appelle l'infini du discret, l'infini du dénombrable. On dit qu'un ensemble est dénombrable, countable, s'il est de cardinal fini ou égal à celui de n. Et il y a des ensembles qui ne sont pas dénombrables, et ceux-là, on dit qu'ils ne sont pas dénombrables. Donc indénombrable. En anglais, c'est plus joli, c'est uncountable. Alors, par exemple, l'ensemble des naturels est évidemment dénombrable parce qu'on peut les énumérer. Il y a le premier, le deuxième, etc. L'ensemble des entiers, c'est peut-être plus perturbant. Il y a autant d'entiers positifs et négatifs qu'il y a d'entiers positifs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette notion-là. Je ne vais pas passer 3 heures dessus. C'est plutôt philosophique quelque part à comprendre, mais ça reste mathématiquement vrai. Donc, vous savez que les entiers, c'est ces gens-là. Pardon. Et vous savez que les naturels, c'est ces gens-là. Et ce que je vous annonce dans cette phrase ici, là, c'est qu'il y a autant d'entiers naturels positifs qu'il y a d'entiers tout court. Certains d'entre vous pourraient se dire, mais non, il y en a 2 fois plus, parce que j'ai tous les entiers positifs, puis j'ai tous les entiers négatifs. Donc il y a 2 fois plus d'entiers qu'il n'y a d'entiers positifs. Ça ne marche pas, parce qu'en fait, c'est l'infini. Il y a une infinité d'entiers, il y a une infinité d'entiers, et il y a une infinité d'entiers positifs. Alors si vous y réfléchissez un tout petit peu, c'est quelque chose qui a rendu les mathématiciens fous il y a 150 ans, maintenant c'est réglé, tout le monde a bien compris. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut énumérer les éléments de l'ensemble des entiers tout court, sans ambiguïté, pour en faire une suite énumérée du premier jusqu'au deuxième, au troisième, etc. On a simplement qu'à dire que, donc je fais ma petite liste, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Mon but, c'est de les énumérer. Donc de dire, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième. Si j'arrive à faire ça, j'aurai réussi à mettre en bijection la cardinalité des entiers z et la cardinalité des entiers positifs. Pour réussir à les énumérer, ce que notre cerveau a l'habitude de faire, c'est de commencer au premier. Sauf qu'ici, on est un peu mal pris pour trouver le premier, parce qu'il n'y a pas de premier. Mais en fait, c'est pas si compliqué si on y réfléchit. On peut se dire, celui-ci, ça va être le premier. Celui-ci, ça va être le deuxième. Celui-ci, ça va être le troisième. Celui-ci, le quatrième. Celui-ci, le cinquième, etc. J'ai réussi à énumérer, sans ambiguïté, les éléments de mon ensemble des entiers, avec un premier, un deuxième, un troisième, un millième, un 100 milliardième. Sans ambiguïté, ils ont le même cardinal. Ceci m'apprend que la cardinalité de l'ensemble des entiers positifs, c'est la même chose que la cardinalité de l'ensemble des entiers tout court. Vous avez suivi ça? Les gens du chat? Alors, beaucoup plus perturbant. Mais ça ne va pas jouer, donc ne vous en inquiétez pas trop. C'est pas l'objet du cours du tout, c'est juste que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Ce qui est perturbant aussi, je trouve, c'est que la cardinalité des entiers est la même que la cardinalité des rationnels. Les rationnels, vous savez ce que c'est? C'est toutes les fractions, donc c'est tous les rapports d'un entier positif avec un entier, ou d'un entier avec un entier positif.
plutôt c'est mieux ça. Donc un entier divisé par un entier positif. En fait, il y a le même nombre enfin le même nombre. C'est le même type d'infini entre les entiers et les rationnels. Mais pour ceux d'entre vous qui ont fait des maths avancées, vous savez, donc les autres, dormez 30 secondes, ceux d'entre vous qui ont fait des maths avancées, vous savez que les rationnels sont denses dans les réels. Donc n'importe quel réel peut être approché de façon arbitrairement proche par un rationnel. Or, et c'est la suite, donc réveillez-vous tout le monde, or il y a infiniment plus, c'est une infinité différente entre les réels et les rationnels. Donc c'est ce que je raconte ici. Ligne suivante. Il est impossible de dénombrer les réels. Il est même impossible de dénombrer les nombres réels entre 0 et 1. Ceci, donc cet infini-là, pardon, ici, cet infini, c'est l'infini du discret, mais la droite réelle, c'est l'infini du continu. Avec des grands guillemets, il y a beaucoup plus de réels que d'entiers. Un autre grand guillemet, c'est il est impossible de dénombrer les réels. Alors, je ne vais pas faire de preuve, même si la preuve n'est pas méga compliquée, mais je vais essayer de vous intuiter cette idée. Pour pouvoir dénombrer les réels, il faudrait trouver un premier réel. Excluons 0. C'est quoi le premier réel après 0 ? Voilà. Chaque fois que vous en pensez à enfin, je ne sais pas si vous le voyez, il y en a qui l'ont fait déjà. Quelqu'un a dit 1, moi je te dis non, avant 1, il y a 0,1. Puis quelqu'un va dire, bah alors c'est 0,1 le premier. Je te dis, bah non, il y a 0,01. Puis tu vas dire, mais c'est 0,01 le premier. Je te dis, bah non, c'est 0,001. Et on ne s'arrêtera pas. C'est ça qui se passe en fait, c'est qu'il n'est pas possible de les dénombrer. C'est un infini qui ne s'arrête pas, c'est un infini du continu. Donc c'est l'infini comme ça, où quand je zoome, bah, j'ai toujours moyen de zoomer encore plus. D'accord ? Est-ce que le cardinal des nombres naturels, rationnels et entiers le même? Parce qu'on a tout le temps des nombres définis. Je ne sais pas ce que tu veux dire par des nombres définis. C'est pas comme les nombres réels où on ne sait pas déterminer tous les nombres. Là, en haut, on sait que, par exemple, on a -1, 0, 1... C'est ça, donc le cardinal des entiers, je ne sais pas si ça répond... Donc il y avait une question ici dans la salle qui dit, est-ce que le cardinal des entiers, des naturels et des rationnels, c'est le même parce que c'est des nombres qu'on peut ordonner? C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est parce qu'on peut les ordonner. Est-ce que vous connaissez des réels qui ne sont pas des rationnels? Donc des irrationnels? 1 sur 3, non. 1 sur 3, c'est un rationnel, mais c'est un rationnel avec un développement infini. Racine de 2, pi, racine de 7, un autre que vous connaissez sûrement aussi, que vous avez appris à adorer. Tous ces gens-là, ils sont... Tous ces gens-là sont irrationnels. On ne peut pas les écrire comme des fractions. Pour ceux d'entre vous qui ont un peu de temps à perdre, je suppose que c'est personne, ça vaut la peine d'aller un peu wikipédier ce genre de choses. Il y a des histoires assez intéressantes sur la façon dont les humains se sont rendus compte que racine de 2 n'était pas rationnel. Et racine de 2, c'est un nombre très bizarre. Après, je reprends le cours du cours. Racine de 2, c'est un nombre très bizarre parce qu'il n'est impossible à mettre sous forme de fraction, mais il est extrêmement simple à construire géométriquement. On prend un carré de côté 1, et la diagonale, ça nous donne racine de 2. Donc ça paraît bizarre qu'un nombre aussi facile soit en fait aussi étrange. Bref, c'est une autre histoire, on ne rentre pas là-dedans. Si dans 15 ans vous avez du temps à perdre, vous pouvez toujours suivre un cours d'histoire des maths. C'est un chouette sujet. Il n'y a presque plus personne de vivant qui donne des cours d'histoire des maths. Donc bientôt il y aura des cours d'histoire des maths. Pardon, je m'égare. Donc il y a l'infini du dénombrable, il y a l'infini du continu, et puis il y a des infinis mixtes. Ça c'est encore plus bizarre. Parce que si vous prenez un ensemble qui est un intervalle, 0, 1, et puis vous lui adjoignez ceci. Donc à gauche vous avez l'infini du continu, et à droite vous avez l'infini du discret, et les deux ensemble coexistent. Il n'y a pas de souci, ça existe ce genre de choses. Moi, je vais vous amener, déjà aujourd'hui, j'espère, vers le monde des probas. Et le monde des probas doit pouvoir assigner des probabilités à tous ces ensembles. Les ensembles discrets, les ensembles continus, et les ensembles qui sont un peu bâtards. On va y arriver sans aucun souci, avec un peu d'abstraction.
Donc, deux autres phrases ici qui sont... Ça va le chat, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, un intervalle de la droite réelle est un dénombrable. Je ne vais pas reconstruire ce que c'est un intervalle. Vous savez ce que c'est. Vous savez que c'est... vous savez ce que c'est. Hein, c'est crochet ouvert, crochet fermé, A, B, toutes ces choses-là. Ce sont les intervalles. Vous n'avez peut-être pas idée, mais en première année maths, ils passent près d'un mois à définir ce qu'est un intervalle proprement. C'est pas simple quand on y pense. C'est quoi un intervalle? Si on y pense, c'est compliqué. Moi, je me souviens que j'avais été choqué en première année maths parce qu'on avait passé quand même une bonne heure de TP à prouver que 1 plus 0 égale 1. Ouais, chacun son métier, quoi. Donc, un intervalle de la droite, c'est un dénombrable. Toute collection finie, par contre, est un dénombrable. Et tout sous-ensemble de n, de z ou de q est elle-même dénombrable, même s'il est infini. Oui? Est-ce que ce que vous avez pris là, c'est un dénombrable? Pardon, oui, celui-ci est un dénombrable. Donc celui-ci est un dénombrable aussi, mais il n'est pas continu et il n'est pas discret. C'est un mélange des deux. Il y a une partie qui est continue, il y a une partie qui est discrète. On y reviendra, mais en fait, vous allez devoir gérer ce genre de choses, parce que vous allez devoir gérer des expériences aléatoires, typiquement, dans lesquelles vous mesurez certaines quantités. Ces quantités mesurées sont aléatoires dans le continu. Vous allez aussi dénombrer combien de personnes atteintes de telle ou telle maladie dans telle ou telle région. Ça, c'est un dénombrement, c'est l'infini du comptage. Et puis, vous aurez aussi des variables qui sont typiquement, vous posez vos gens là, vous posez énormément de soucis aux matheux parce que vous vous intéressez extrêmement fort à ce qu'on appelle des variables censurées. Typiquement, durée de séjour. Une durée de séjour, non, c'est pas durée de séjour, c'est durée de maladie, par exemple. On sait quand la maladie se termine parce qu'on sait quand la personne meurt ou est guérie, mais on ne sait pas exactement quand ça a commencé, et donc on a des données qui sont un peu censurées, et donc des données un peu bâtardes. Vous allez devoir gérer tout ça. Non, vous allez devoir poser des questions à des gens comme moi qui vont devoir gérer des données comme ça pour vous. Étonnamment, la Belgique est assez pionnière là-dedans. Les meilleurs spécialistes de données censurées sont des Belges. Des Flamands, mais des Belges, pour l'instant. Si quelqu'un partage ce que je raconte, genre ça, moi je peux me faire virer pour mes blagues. Non, mais c'est vrai, je vous ai déjà parlé du ULB Confession. Ça aussi, c'est triste. Je vous mets un truc du ULB Confession sur le chat Teams. Un like, je crois. Un like. Et donc sur ULB Confession, j'avais fait une très mauvaise blague il y a des années. J'en fais plus maintenant, c'est fini. Je n'écris plus rien. J'avais écrit... parce que j'aime bien que les gens qui m'écrivent soignent un peu leur orthographe. Et une des façons de mal soigner son orthographe, c'est de confondre ses infinitifs. Alors si vous n'êtes pas francophone, pas de souci, c'est normal. Mais si vous êtes francophone, voilà, faites gaffe. Et donc j'avais fait comme petite blague au début, vous la connaissez sûrement, maintenant c'est connu. Et là j'avais 1200 likes, je crois. J'étais tout fier. Il ne faut pas confondre, j'aime la rentrée. Ça aussi, pas sur TikTok ou quoi que ce soit. Bref, on revient en cours. Alors, dans ce cours, ceux qui viennent seulement de comprendre, oui, c'est vulgaire, mais voilà. Pardon. C'est une bataille il y a plein de blagues qui viennent. Une suite, c'est chouette ce cours. Une suite est une liste, pardon. Voilà, comme ça. Une suite, on va avoir besoin de dénombrer certaines choses, et un des objets qu'on va chercher à dénombrer, c'est l'objet suite. Une suite est une liste ordonnée d'objets appelée terme. C'est débile cette définition. Une suite d'éléments d'un ensemble A est parfois appelée un mot dans l'alphabet A. Je ne vais pas en faire grand-chose dans ce cours de cette histoire de mots dans les alphabets, mais c'est probablement cette partie-là qui va le plus vous intéresser. En biologie computationnelle, on passe le temps, des gens qui font ça passent leur temps à dénombrer des mots dans l'alphabet génétique. Donc voilà, je vous le mets ici, mais moi, principalement, je parlerai de suite et de termes. Et donc, une suite est typiquement dénotée en énumérant ces termes séparés par des virgules et mis entre des parenthèses
1, 2, 3, 4, c'est une suite finie. 1, 3, 5, 7, c'est une suite infinie. Typiquement, quand on donne les 3 petits points, ça veut dire que la façon dont la suite est construite s'obtient par inférence sur les premiers termes. Je ne vais jamais vous piéger exprès en vous donnant une suite ambiguë. Je ne dis pas que je ne vais jamais vous piéger, mais je ne vais jamais vous piéger exprès. C'est une nuance importante. Deux suites constituées des mêmes termes mis dans un ordre différent, ça vous rappelle certaines choses à certaines personnes du secondaire qui ont vécu ça. L'ordre compte pas. Une suite, c'est une énumération dans laquelle l'ordre compte. Donc 1, 3, 2, 5, ce n'est pas la même suite que 1, 2, 3, 5, et ce n'est pas la même suite que 2, 3, 1, 5. En revanche, les termes de ces suites-là, donc de celle-ci, celle-là et celle-là, sont évidemment les mêmes. Ok ? Quand je mets des accolades, ça veut dire qu'on considère l'ensemble des éléments. Donc ici, c'est 1, 3, 2, 5. Évidemment, c'est les mêmes éléments. Quand je mets des parenthèses, ça veut dire que je considère une énumération ordonnée. Alors, il y a plein de suites. Vous avez probablement, je ne vais pas faire un sondage maintenant, mais la plupart d'entre vous ont étudié les suites à l'école, en tout cas les suites arithmétiques et les suites géométriques, et peut-être d'autres. Vous connaissez la suite des nombres impairs, les nombres pairs, non, les puissances de 2, oui. Celle-ci, je ne sais pas si vous la reconnaissez. 1, 2, 6, 24, le suivant, je ne sais pas le calculer, si, ça va être 120, c'est les factoriels. Voilà. Ceux qui aiment ce genre de choses, toujours, vous pouvez aller voir le Online Encyclopedia of Integer Sequences, OEIS. Il y a des matheux qui s'amusent à répertorier toutes les suites qui existent, toutes. Donc vous rentrez les premiers termes, pouf, ça vous donne le nom de cette suite, qui l'a découverte, où ça apparaît, à quoi ça sert. Voilà, c'est ça. Le mot qui est ici est écrit dans l'alphabet génétique, ce mot-ci est écrit dans l'alphabet binaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va bien entendu vouloir dénombrer des suites, on va vouloir compter, ce sera la partie matheuse de votre travail, ce sera de dénombrer des suites d'éléments qui sont d'intérêt pour vous. Et on va commencer, vous savez déjà faire des dénombrements faciles, moi je veux juste remettre les choses un peu à plat. La base de la base de la base, qui est vraiment vraiment idiote, c'est de dire qu'il y a combien de personnes qui suivent ce cours. Vous êtes, je sais pas moi, vous êtes 50 ici, et on a, je sais pas combien sur le chat. Vous êtes combien sur le chat? 3. C'est une blague. Il y en a 32 sur le chat, il y en a 50 ici. Au total, il y en a 82. Pourquoi? Parce qu'on fait l'addition de ceux qui sont ici et de ceux qui sont là-bas. Sauf s'il y en a qui sont ici et qui suivent également là-bas. Ça serait pervers par contre. Donc, c'est l'axiome 1 qui dit que si vous avez deux ensembles finis et disjoints, je crois que le mot n'était pas encore apparu, donc pour les non-francophones, disjoints, ça veut dire qu'ils sont d'intersection vide. Si vous avez deux ensembles qui sont finis et disjoints, alors leur union est finie, et le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union, c'est la somme du nombre d'éléments qu'il y a dans chaque partie. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est idiot. Et c'est pour ça que c'est un axiome. Parce qu'à prouver, c'est compliqué, en fait, tellement c'est idiot. Donc on prend ça comme axiome, c'est la base de la base. Pour dénombrer le nombre d'éléments qu'il y a dans une union, on prend les parties disjointes et on additionne les parties disjointes. Tout simplement. Vous savez déjà ça. Alors il y a quelques conséquences de cet axiome 1. C'est le premier théorème qu'on va prouver ensemble. Enfin, théorème, c'est un grand mot. Alors, la première conséquence, c'est que si celle-là, je ne vais pas la prouver parce que c'est vraiment par... Ouais, celle-là, oui, si, allez. Elle est un peu idiote, mais donc voilà, on va quand même la prouver. Alors, ça dit quoi? Ça veut dire que si vous avez une suite, enfin une collection d'ensembles, alors le nombre d'éléments qu'il y a dans leur union c'est la somme des éléments qu'il y a dans chacune des parties. La preuve de ceci va se faire
va se faire de la façon suivante. On a A1 union A2 union jusqu'à union AN-1 union AN. On veut dénombrer ce truc-là. Mais ça, je vais l'écrire comme ceci. Ce que je peux faire grâce aux propriétés des opérations ensemblistes, vous allez être déçus si vous écrivez, ça n'a rien d'intéressant ce que je fais. De manière générale, mais encore plus ici. Donc là maintenant, je vais appeler ceci, je vais appeler ce gars-là A et ce gars-là B, et je peux appliquer l'axiome 1 qui me dit quoi? Qui me dit que ça va être le cardinal de A plus le cardinal de B. Je reviens dans mes notations, donc ça me donne quoi? Ça me donne ça va tout le monde ça? Et puis on recommence quoi, on le fait une fois. C'est une preuve par récurrence déguisée que je suis en train de faire. Donc 3 petits points. Pour ceux d'entre vous qui ont vu l'épreuve par récurrence, ça va un peu plus vite si vous le faites par récurrence. Donc on dit l'amorce c'est l'axiome, on suppose que c'est vrai pour n et on démontre que c'est vrai alors pour n plus 1. Mais voilà. C'est uniquement pour ceux qui auraient vu la preuve par récurrence. Ça va à tout le monde l'argument ici? Attention, ce n'est pas vrai si vous avez un nombre infini d'éléments dans votre collection. Ici c'est uniquement si petit n ici est fini. Si vous avez une liste finie d'ensemble, disjoint, deux à deux disjoints, alors le cardinal de leur union, c'est la somme des cardinaux. Voilà. Le deuxième résultat que vous connaissez aussi, il dit que si vous avez A qui est une partie d'un ensemble oméga, et si vous considérez le complémentaire de A dans oméga, le complémentaire de A, la cardinalité du complémentaire de A, ce sera la cardinalité de oméga moins la cardinalité de A. J'ai oublié quelque chose dans mon énoncé. Il faut évidemment supposer que oméga est un ensemble fini. Donc, sachant qu'il y a 82 personnes qui suivent ce cours et qu'il y en a 50 personnes qui sont ici, combien sont en train de suivre le cours via le chat? 82 moins 50. Oui. J'ai pas compris. En fait, par exemple, dans le cardinal de A, dans l'ensemble des éléments de A, quelles sont les différents éléments qu'on additionne entre eux, ou bien c'est le nombre d'éléments de A qu'on additionne avec A1, A2. Donc ici, si tu regardes l'ensemble A1, union A2, union jusqu'à union AN, tu as tous les éléments qui sont à la fois dans A1 et dans A2 et dans A3 jusqu'à AN. Et ce que raconte ce résultat-ci, je ne suis pas sûr que c'est ça ta question, c'est qu'il y a autant d'éléments dans l'union qu'il y a dans la somme des parties séparées. Si tu arrives à formuler mieux ta question, tu peux venir me trouver à la fin du cours, je mettrai mon masque et je peux essayer de t'expliquer mieux. Donc le deuxième résultat ici, c'est dire qu'il y a le nombre d'éléments qu'il y a dans le complémentaire, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le total, moins le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble. Et ça, c'est assez facile à prouver, je crois. On remarque donc on commence par remarquer que A en union avec son complémentaire, c'est oméga. Et que, évidemment, A en intersection avec son complémentaire, c'est le vide.
par définition, A union A complémentaire c'est oméga, et A inter A complémentaire c'est le vide, puisque le complémentaire c'est tout ce qui n'est pas dans A. Et alors, par conséquent, on peut appliquer l'axiome 1, oui c'est ça l'axiome 1, Ça va à tout le monde, ça? Sur le chat, vous êtes heureux? Super heureux. Ok. Troisième, petit sondage rapide uniquement pour les gens qui sont ici. Qui a déjà vu ce genre de choses? Ah, donc pas tout le monde. Ok. Ceux qui n'ont jamais vu, ça va, vous suivez? Vous suivez pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Axiome. Ah, tu connais pas le mot axiome. Un axiome, c'est une vérité que je t'impose. Je te dis que si tu as deux ensembles finis et disjoints, le nombre d'éléments qu'il y a dans leur union, c'est la somme du nombre d'éléments qu'il y a dans la première, qu'il y a dans l'un des deux, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans l'autre. Je vais peut-être faire un petit dessin qui va t'aider à mieux comprendre. Alors, je reviens ici. Je vais faire un dessin en patate. J'ai l'ensemble A qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. J'ai l'ensemble B qui contient 10 éléments. Ce que dit l'axiome, donc axiome c'est juste cette vérité-là, c'est que le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union des deux, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus, j'ai déjà oublié, 2, plus 10, 6 plus 10, 18. Il te dit juste que de manière générale, 6 plus 10, 18, 6 plus 10, 16, c'est 6 plus 10, 18. C'est tout. Donc l'axiome, il dit juste ça. Donc il dit quelque chose qui est totalement évident en fait. Tu as deux jeux de cartes, un qui contient 23 cartes et l'autre qui en contient 42. Il y a combien dans l'union des deux? J'ai déjà oublié les chiffres, mais tu fais la somme. Ça va? Moi, je ne comprends pas l'enchaînement des étapes. Pourquoi quand on passe du union, ça se transforme en plus? C'est pas ça, ou ça? Non, l'axiome te dit ça. C'est l'axiome qui te dit. Si tu veux regarder... Pardon, je ne peux pas bouger. Si tu veux regarder le nombre d'éléments qu'il y a dans une union, tu vas prendre la somme du nombre d'éléments qu'il y a dans une partie plus le nombre d'éléments qu'il y a dans l'autre. Donc l'axiome te permet de traduire l'union, le ou, en plus. Ok? Il te dit que c'est vrai. Donc il y a combien de gens qui sont assis dans cette rangée-là et celle-là, ou celle-là? Ça va être le nombre de personnes qui sont assises sur celle-là, plus le nombre de personnes qui sont assises sur celle-là. Mais trop, mais valeur absolue. T'as pas écouté le cours, toi? Donc au début du cours, je disais, on note... Alors c'est où? On dira qu'un ensemble A est de cardinalité n. On dira qu'il y a n éléments dans l'ensemble A et on note valeur absolue de A égale n. Donc ces valeurs absolues indiquent qu'on compte le nombre d'éléments qu'il y a dans un ensemble. Donc ici, dans mon exemple ici, les petites barres là, la valeur absolue, ça indique que je compte le nombre d'éléments qu'il y a dans A pris en union avec B. Et l'axiome te dit une bêtise, c'est que pour compter le nombre d'éléments qu'il y a dans A ou B, il suffit de compter le nombre d'éléments qu'il y a dans A et ajouter le nombre d'éléments qu'il y a dans B. Ça va? D'autres questions? Ok. Alors, je vais peut-être revenir encore une fois là-dessus. Le premier élément du théorème, il ne dit rien d'autre que quelque chose qui est totalement évident, en fait. C'est que si tu as A, B ou C, combien d'éléments il y a dans A ou B ou C, ça va être le nombre d'éléments qu'il y a dans A, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans B, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans C. Si tu en as 15, tu fais le premier, plus le deuxième, plus le troisième, jusqu'au 15e. Si tu en as 1000, tu fais du premier au millième, pour autant que ceux-ci soient disjoints. C'est important à ce mot-là. Disjoint, c'est-à-dire qu'il n'y a personne en commun. Ok? Tu veux toujours? Alors,
la troisième ligne du théorème dit quelque chose d'un peu plus subtil. Il dit quoi? Il dit que, je vais peut-être d'abord faire un dessin et puis écrire l'énoncé. Si j'ai un élément A ici, et j'ai un élément B ici, donc une patate A et une patate B. Si j'ai 4 personnes dans A, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes dans B, combien y a-t-il de personnes? Donc dans A, il y en a 4. Dans B, il y en a 6. Combien y en a-t-il dans A union B? Si j'appliquais l'axiome 1, je devrais dire 10. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Parce qu'il y a celui-là qui est en commun aux deux. Et donc, quand j'ai fait 10 ici, j'ai compté quoi? J'ai compté 4 plus 6, mais l'axiome ne s'applique pas, parce que l'axiome ne s'applique que s'ils sont 10... Je peux même pas utiliser les mains. L'axiome ne s'applique que s'ils sont disjoints, c'est-à-dire s'il n'y a personne en commun. Et ici, quand vous faites 4 plus 6, vous comptez l'élément en rouge 2 fois. Et donc, il faut encore retirer 1. Vous voyez ça? De manière générale, ce théorème, cette ligne-là du théorème, qui est peut-être la plus compliquée, dit le nombre d'éléments qu'il y a dans une union, de manière générale, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une partie, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans l'autre partie, moins le nombre d'éléments qu'il y a dans l'intersection. Et en dessin, c'est très facile à voir. Si vous avez A et B, donc A, ça va être celui-ci. Pardon, je recommence. A, ça va être celui-ci en rouge. B, ça va être celui-ci en orange. Donc la partie au rouge additionnée à la partie orange, quand vous faites ça, vous avez compté 2 fois la partie à l'intersection des deux. Et donc vous devez encore retirer, comme vous l'avez compté 2 fois, vous devez retirer 1 fois l'intersection. Ça va à tout le monde? Merci, Electre. Alors, le dessin paraît, j'espère, relativement évident. Ce n'est pas une preuve. Pour le prouver, on va utiliser la seule chose dont on sait qu'elle est vraie, c'est l'axiome 1. Et on va utiliser cet axiome 1 pour prouver que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature de A et la nature de B, ce théorème-là, sans les mains, ce théorème-ci, il est vrai. Alors comment on va faire ça? Certains d'entre vous ont déjà fait ça à l'école, les autres, accrochez-vous. On va... pardon, je vais faire en noir. A union B. Je vais le réécrire, donc je reprends mon dessin ici. Donc j'ai A, j'ai B. Je vais dire que A union B, c'est la partie de A qui ne contient pas l'intersection en union avec la partie de A qui est à l'intersection avec B. En union avec la partie de B qui ne contient pas A. Et donc j'ai mauve, rouge, orange. Est-ce que vous êtes tous d'accord que A union B, c'est orange, union rouge, union mauve? De plus, orange, rouge et mauve sont disjoints. Ce sont 3 ensembles qui n'ont pas d'intersection. Donc je peux appliquer le premier élément du théorème ou alors l'axiome. On sait que A union B, le nombre d'éléments qu'il y a dans A union B, ça va être la même chose que le nombre d'éléments qu'il y a dans A dont on retire B.
plus le nombre d'éléments qu'il y a dans A inter B, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans B dont on retire A. Ça va à tout le monde cette ligne-ci? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? Faut réussir à compter ceci. Combien y a-t-il d'éléments dans A moins B? Qu'est-ce que je sais? Si je prends A dont je retire B et que je l'unionne avec A inter B, alors attention, il y en a certains d'entre vous pour qui ça vole déjà trop haut. N'ayez pas peur, je demande juste qu'est-ce qui se passe si je prends l'union de la partie orange avec la partie rouge? Qu'est-ce que j'ai récupéré? A. Je ne sais pas si vous le voyez. Tout le monde le voit sur le chat? C'est tous partis? Oui, ils sont là. Ça c'est A. Oui, mais donc je fais juste... Donc, ceux d'entre vous qui sont perdus, oubliez ce que je cherche à faire. Faites juste ligne par ligne et voyez si vous êtes d'accord avec ligne par ligne. Donc ici, on vient d'écrire que A pouvait se réécrire comme partie orange plus partie rouge. Maintenant, je fais une petite manipulation. Je sais donc que grâce à ceci, quand je prends A wedge moins B en union avec... ça ressemble à rien. En union avec A inter B, évidemment, ce sont les mêmes ensembles. Donc, le nombre d'éléments qu'il y a à gauche est égal au nombre d'éléments qu'il y a à droite. Sauf qu'ici, dessus, je peux de nouveau appliquer l'axiome 1 et dire que ça, c'est égal à A dont je retire B plus A inter B. Et donc, qu'est-ce que je viens de montrer ici? Je viens de montrer que quoi? Que j'avais répondu à la question qui était ici au-dessus. Le nombre d'éléments qu'il y a dans A dont je retire B, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans A dont je soustrais le nombre d'éléments qu'il y a dans l'intersection. Ce résultat-là sera utile aussi. Vous avez suivi ça? J'aurais pu, pour ceux qui ont l'habitude du formalisme matheux, j'aurais pu mettre ce résultat-là que je viens de mettre en rouge et que je vais appeler le résultat étoile, disons. J'aurais pu mettre ça en lemme, pour ceux qui connaissent ces mots-là. Pour les autres, c'est pas grave. Donc ici, avec le résultat étoile, qu'est-ce que j'ai obtenu? Je reviens en arrière. Je cherchais à calculer ceci. J'avais vu que ceci, c'était égal à ça, plus ça, plus ça. Oui, mais celui-ci, maintenant, je vais peut-être le mettre dans une autre couleur. Tiens. Je vais mettre en bleu. Celui-ci, ce résultat-ci, il me permet de calculer ça. Ouais. Mais il ne faut pas être un vrai génie pour déduire un résultat similaire pour celui-là. Il va y avoir combien d'éléments dans B dont je retire A? Autant qu'il y a dans B, moins le nombre d'éléments qu'il y a dans l'intersection entre B et A. Mais on sait que les intersections sont commutatives, et donc on sait que ceci, c'est la même chose que ça. Donc j'ai que ceci est égal à ça. Ça me permet de conclure. Je reviens en arrière. Conclusion, CCL, le nombre d'éléments qu'il y a dans A union B, c'est donc la partie bleue, pas bleu ciel, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans l'intersection. Peut-être mettre une petite couleur aussi, comme ça vous y retrouvez un peu. Et puis c'est joli. Voilà. Plus ça va à tout le monde?
Maintenant, on met ensemble. Ça et ça va se tuer. Ce qui donne la démonstration. Je mets un petit carré pour indiquer que la démonstration est finie. Oui. Où ça? Où ça? A union B égale A union B égale A sans B plus A par B égale B sans A. Oui. Du coup, ça revient au même de dire que c'est A plus B plus moins B moins B en A. Pas compris. A union B. Oui. Cette égalité-là. Celle que je vais maintenant... voilà, celle-là. Oui, celle-là. Oui. Ça revient au même de dire que c'est égal à A plus B moins A inter B. Oui. Okay. Oui, donc c'est ça. Donc, ceci, je refais vite, ceci est valable parce qu'on applique l'axiome qui permet de... On a des parties sans les mains. On a des parties disjointes. En fait, il faut absolument que... Petite parenthèse, il faut que le retour expérientiel, on m'a dit, le retour expérientiel des gens en présentiel et en distanciel doit être le même. Donc je ne peux pas utiliser les mains. Ah donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on a réussi à écrire l'union de deux ensembles comme l'union de trois parties disjointes. On applique l'axiome 1, on applique l'axiome 1, en tout cas dans sa version de la première ligne du théorème, pour dire que le nombre d'éléments qu'il y a dans l'union, c'est la somme des nombres dans la partie bleu, bleu et bleu. Puis après, on a compté séparément celui-ci et celui-ci. Pour celui-là, on a obtenu ce résultat-là. Pour celui-là, on a obtenu ce résultat-là. Et puis, on somme. Et donc, ça donne le résultat attendu, c'est-à-dire ceci. Ça va? Ce résultat, il est, pour beaucoup d'entre vous, il est évident. Pour certains d'entre vous, il n'est pas évident. Il doit le devenir. Donc, la bonne façon pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu ceci, pour l'étudier, c'est de rentrer chez vous, et aujourd'hui ou demain, vous essayez de refaire la preuve. Vous essayez de refaire ce calcul. Et puis, quand vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous allez revoir les notes. Et si vous ne comprenez pas, vous m'envoyez un petit message. Et soit je vous explique, je peux vous répondre par écrit, soit on se téléphone via Teams et ça me prend moins de 10 secondes pour vous débloquer. Enfin, peut-être pas 10 secondes. Ça me prend... je suis chez vous, donc V2O et l'Internet est complètement pourri chez vous. Donc je ne passerai pas mal de temps à dire « Tu m'entends? Tu m'entends? Allô ?» Mais une fois qu'on aura une connexion, je pourrai vous expliquer. Petit sondage rapide. Qui trouve ceci facile? Ok. Les autres, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous le trouvez difficile, c'est probablement parce que je l'ai expliqué comme un âne. Donc trouvez quelqu'un d'autre qui va vous l'expliquer mieux que moi. Il y a plein de gens qui l'ont bien compris, ils peuvent vous l'expliquer, ce sera mieux si c'est quelqu'un d'autre que moi. Alors pour ceux qui ont trouvé ceci facile, il y a une suite. Enfin aussi pour ceux qui n'ont trouvé pas facile, il y a une suite aussi, mais elle sera encore pire. Évidemment, on peut aussi vouloir... On ne va pas s'arrêter à dénombrer des unions de deux trucs. On va dénombrer des unions de plein de trucs. Vous allez avoir des patients machin, des patients machin, des patients machin, des patients machin, et vous allez vouloir compter. Alors, ça démarre avec l'union de trois trucs. Ça va être quoi l'union? Il y aura combien d'éléments dans l'union de trois ensembles non nécessairement disjoints? En dessin, c'est relativement simple. On va prendre tous les éléments dans l'ensemble A, plus tous les éléments dans l'ensemble B, plus tous les éléments dans l'ensemble C. Sauf que quand on fait ça, on a trop de fois compté les intersections, et donc on doit retirer les intersections qu'on a surcomptées. Donc on va retirer les intersections de A inter B, les intersections de A inter C, et les intersections de B inter C. Sauf qu'en ayant fait ça, on a trop de fois retiré quoi? L'intersection des trois. Parce qu'on a retiré 3 fois ceux qui étaient à la fois dans A, dans B, dans C. On l'a donc trop retiré, donc on doit se le rajouter.
Et donc ça donne une formule, elle porte un joli nom en anglais, je crois que c'est le même nom en français, c'est la formule d'inclusion-exclusion. Qu'est-ce qui se passe dans cette formule? Ben, on prend à chaque tour, on alterne le signe. Si on avait 4 éléments A, B, C, D, on prendrait les sommes des éléments dans A, B, C, D, on retire les intersections, on rajoute les intersections de 3 et on retire les intersections de 4, et ainsi de suite. Je ne vous donnerai pas la formule générale, parce qu'elle est très laide. Alors, on va maintenant faire la preuve de ce résultat-là. J'ai une question ici de Chloé qui dit: est-ce qu'il faut savoir faire la démonstration ou on peut juste faire le dessin et en conclure le résultat? Non, tu dois savoir faire. Il y a de fortes chances que je ne puisse pas interroger là-dessus à l'examen, parce que l'examen, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez peut-être entendu si vous étiez chez vous, mon objectif c'est que l'examen se fasse sur l'UV, auquel cas il n'y aura pas de reproduction de matière théorique, parce que vous aurez vos notes. Mais tu dois, donc tous, autant sur le chat que vous ici, vous devez savoir donc l'argument qu'on a fait ici, celui-là, là. Il n'est pas admissible que des scientifiques trouvent ça compliqué. Si vous le trouvez compliqué, c'est peut-être parce que je l'ai très très mal expliqué. Mais vous devez savoir faire ce genre de choses. Donc, par rigueur et honnêteté intellectuelle, tu dois savoir le faire. Quand bien même que je ne t'interrogerai éventuellement pas dessus. Ça va ? Sinon, oui, effectivement, chaque année, depuis, ça fait quoi? Je donne ce cours depuis 2010, donc 10 ans, punaise. Depuis 10 ans, chaque année, je pose la question de ça, quoi. C'est la même question, chaque année. Chaque année, c'est un désastre. Alors, pas un désastre. C'est pas un désastre, mais je suis toujours un peu déçu. Maintenant, on va faire le truc avec 3 ensemble. Comment on va faire ça? Quelqu'un a une idée? Non, j'ai validé, mais je vais vous demander si vous pouviez faire un dessin pour illustrer la situation, parce que j'ai du mal à le voir. Oui, excuse-moi, un dessin. Prenons A. Donc, les gens du chat, il y a une question ici. A, B, C. Donc, ça va être hyper visuel. Combien y a-t-il d'éléments dans A, union B, union C? Bah, autant qu'il y a d'éléments dans A, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans B, plus le nombre d'éléments qu'il y a dans C. En faisant ceci, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai compté 2 fois. Ah là. J'ai compté 2 fois cette intersection-ci. Je la retire. J'ai compté 2 fois cette intersection-là. Je la retire. Enfin, je retire une, parce que j'ai compté 2 fois. Et j'ai compté 2 fois cette intersection-ci. Donc j'en retire une. Mais en faisant ça, j'ai retiré trop de fois l'intersection triple, ici, et donc je vais me la rajouter. Ça va? Maintenant que tu as ça, est-ce que tu as une idée de comment on prouve ça? D'autres? Oui? Peut-être qu'on peut commencer par dire que intersection B et A qui est... J'ai oublié le nom de comment ça se dit. Tu peux le faire en anglais si tu veux. A Union. A intersection B. Oui. Et A différence B, comment? Ah, c'est malin ça. Ah, chouette, j'ai jamais fait ça comme ça. Je suis content. Oui, t'as raison. T'as raison. Ici, donc, les gens du chat, il y a quelqu'un qui dit des choses intelligentes. Et pas vous. Oui, donc, ce que j'ai dessiné en gris, là, c'est bien ça. Ce que j'ai dessiné en gris, on a vu avant, vous vous en souvenez, que la preuve, que le machin gris, c'était donc, c'est ça que tu dis, hein, c'est A moins B. Ah, c'est chouette. Enfin, on ne sait pas si ça va marcher. Peut-être que c'est pas bon, mais c'est une bonne idée. Donc le truc gris, vous voyez tous que c'est ça? Non, il manque des barres, c'est ça. Oui. Ensuite? Après, B moins B intersection C, c'est B moins C.
B moins B intersection C. Ah, mais je pense qu'on va avoir des soucis. Hein. Je sens qu'on va avoir des soucis. Mais tu as raison, pour l'instant, tu as raison. Oui. Et C moins A intersection C, c'est C moins A. Tout le monde le voit? Donc là, en mauve, en jaune et en gris, j'ai appliqué le résultat étoile. Donc ce truc-là, une fois avec AB, une fois avec AC, une fois avec... Enfin, G, moi j'ai rien fait. Elle a appliqué ce résultat étoile avec AB, AC et BC. Et ensuite? Et ensuite, plus A intersection B intersection C. Ok. Et ensuite, je crois qu'on est coincé. Oui. Oui. En fait, je vais servir le résultat précédent et en fait, Oui, mais je sors l'union C et je l'ajoute juste à la fin et du coup, ça me donne une intersection. T'as raison, mais ça c'est ce que je fais aussi. Donc, ici, les gens du chat, il y a quelqu'un qui donne autre chose d'intelligent? Voilà, voilà. Mais est-ce que quelqu'un ici ou du chat a une idée de comment... Moi, j'ai pas d'idée. Moi, de toute façon, je suis vieux et usé. Quelqu'un a une idée de comment poursuivre ceci pour quand même sauver sa démonstration? Moi, j'ai pas d'idée. Hein. Oui. Mais ce ne serait pas possible, comme à la démonstration précédente, à chaque fois de isoler toutes les intersections ou intersections pour avoir tous des ensembles différents. Si, mais alors, ce que tu dis... Ah, Ça rejoint un peu ce qu'on dit, mais. non, non, c'est... Mais tu repars à zéro, Oui. mais ça rejoint la démonstration du début. Oui, c'est ça. Donc, tu sauves pas non... des gens du chat, il y a une autre personne qui dit des choses intelligentes. Donc, il y a ta façon que j'aime beaucoup, mais je vois pas comment la sauver. Donc, je parle à une demoiselle qui est juste... Les gens du chat, je parle à une demoiselle qui est juste au premier rang. Je dis que ce qu'on vient de faire comme démonstration, j'aime bien l'idée, mais je vois pas comment arriver au bout avec ceci. Il y a quelqu'un au 5e rang avec un t-shirt blanc aligné gris. Très important, les gens du chat. Qui a suggéré quelque chose qui ressemble exactement à ce que moi je fais. Et juste derrière lui, il y a une demoiselle qui a suggéré encore autre chose que je ne vais pas faire, mais qui est une bonne idée, qui est de... En fait, c'est ce que j'ai fait dans mon dessin, hein, c'est de dire A, union B, union C, c'est la partie rouge, plus la partie... Enfin, en union avec la partie verte, en union avec la partie ici, tu divises tout, en tout plein de morceaux, et puis tu recolles. Oui, ça c'est une bonne idée, mais c'est un peu plus long que ce que suggère ton... Sans les mains, ton collègue. Personne n'a une idée comment sauver la démonstration de la demoiselle ici? C'est dommage, parce que ça partait bien. Je vois pas. Oui? Remplacer les plus par des unions, ça ne fonctionnerait pas. Oui. Donc, Les propriétés ici. ouais. Oui, mais là on a un souci parce que tu peux pas transmettre le plus en union quand c'est pas disjoint. Et donc, en fait, je pense qu'on va avoir plein de soucis. Je pense qu'on va abandonner cette démonstration. Désolé. C'est l'histoire de ma vie, ça. Ce qui est très 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 étrange, c'est que j'ai un fils. Donc ça, c'est pas étrange. Enfin, si, peut-être. Mais... c'est pas ça la partie étrange. En fait, il est totalement pollué par mon humour, et donc il a le même humour que moi, et c'est... Quand moi je dis ces trucs-là, c'est choquant, mais on se dit ça va, c'est un vieux. Mais quand lui dit des trucs pareils, c'est vraiment surprenant. Oui. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire plusieurs fois des exclusions. Par exemple, on fait A exclu B exclu C. Ensuite, on fait A Oui. inter B, A inter C pour sauver sa démonstration. Donc là, oui, mais c'était en train de dire que, mais c'est ça en fait. Pour sauver la démonstration ici, il faudrait faire des trucs plus compliqués. C'est-à-dire commencer à décomposer, et ça va rejoindre la démonstration de la demoiselle au 15e rang. Et je crois que la démonstration la plus simple, c'est la démonstration la plus ennuyeuse. La tienne. C'est de dire que, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux le faire ou non, je fais? Vas-y. Tu veux que je fasse? Ok, je fais. Donc on a A, union B, union C. Tu me dis si c'est bien ça que tu avais en tête. Hein. Donc on va écrire que c'est la même chose que ceci. C'est ça, hein?
Et puis on y va, quoi, on déroule. Donc A union B union C, on utilise les propriétés des opérations ensembliques pour dire que c'est la même chose que l'union de A union B avec C. Ensuite, on applique le résultat précédent, donc la formule d'exclusion-inclusion qu'on connaît à l'ordre 1, pour dire que c'est la même chose que ceci. Ok, ça va tout le monde ça? Ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu ceci, faites juste confiance aux maths. Les maths vous disent que si vous avez une patate en union avec une autre patate, bah, le nombre d'éléments qui est en union, c'est le nombre d'éléments qui est dans la première patate, plus le nombre d'éléments dans la seconde patate, moins le nombre d'éléments dans l'intersection. Et ici, j'ai juste fait ça. J'ai une patate qui s'appelle A union B, dont je prends l'union avec une autre patate qui s'appelle C. Et alors, je prends A union B plus C moins A union B inter C. C'est un moins, c'est oui, tout à fait. Pardon, ma faute. Ça va ça? Ensuite, je réapplique le résultat à la première union que j'ai ici. Alors ça c'est bon pour celui-ci que je vais mettre en... C'est complètement psychédélique mon truc. Ici en jaune, pardon. En jaune, j'ai ceci. En vert, bah, il bouge pas. Oh non, ouais, il bouge pas. Et puis après, je vais avoir ici en orange quelque chose d'un peu compliqué. Voilà, je vais utiliser les propriétés, toujours les propriétés des unions intersections. Ça va tout le monde ça? Et maintenant, je recommence. Donc la première ligne ne bouge pas. La deuxième ligne ne bouge pas. Et la troisième ligne, bah, c'est l'union de deux trucs. Donc je vais faire moins la première union, moins la deuxième, plus leur intersection. Donc ça, c'est la ligne orange. Ça va ça? Et puis on y est. Le premier terme, il est A, il y a son plus B et il y a son plus C. Ensuite, j'ai les intersections jointes. Et puis après, j'ai les intersections triples. Ça vous va? À nouveau, je vous conseille très fort à un moment ou à un autre, quand vous allez relire ce cours, d'essayer de le faire par vous-même. Ce n'est pas une démonstration compliquée. Même pour ceux qui sont perdus, sachez que ce n'est pas une démonstration compliquée du tout. Il faut juste se souvenir du bon dessin. Et puis après, il y a une règle à retenir. La seule règle à retenir, c'est l'axiome 1 qu'on utilise. Et ça, c'est un peu les maths. Et donc, ce qu'on a fait en interaction avec la demoiselle ici, c'est aussi un peu les maths. C'est de tenter des pistes, puis de voir qu'elles ne sont pas efficaces. La piste que je viens de développer pour vous là maintenant, elle est pour moi un peu ennuyeuse parce que c'est toujours la même, mais c'est la plus efficace et donc pédagogiquement c'est peut-être la plus simple à retenir. Des questions? Sur le chat, des questions? Oui. La première démonstration a-t-elle un nom? Je ne comprends pas la question. Tu sais expliquer ta question? Ok. Ce qui s'appelle un vent. On y va. Petit exercice, mais qu'on n'aura pas le temps de faire ensemble. Qu'est-ce qui se passe si on en a 4? Oui, pardon, il y avait une question. Oui, je voulais demander si on veut s'entraîner à ça, est-ce qu'il faut regarder les exercices au travaux pratiques comme quelques autres exercices? Recommence. Pour s'entraîner à ça, faut-il regarder les exercices dans les travaux pratiques ou quelques autres exercices? Oui. C'est la première séance parle de ce genre de choses. Ça va?
Donc qu'est-ce qui se passe avec 4 ensemble? Je vous laisse un peu réfléchir. À peu près chaque année, je pose une question qui manipule ce genre de choses à l'examen. Voilà. Donc ça permet de dénombrer des unions. Si vous avez des unions disjointes, vous faites simplement la somme du nombre d'éléments qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez des unions qui ne sont pas disjointes, il faut un peu jouer avec les éléments qui sont dans les intersections. C'est tout. Mais ce n'est pas la seule façon de compter. Il y a un deuxième axiome qui s'appelle l'axiome... Ah, j'ai pas donné le nom, tiens. C'est l'axiome de multiplication. Et on va peut-être commencer par un exemple. Combien y a-t-il de nombres à 2 chiffres? Vous savez, je crois qu'il y a... Pour avoir un nombre à 2 chiffres, il faut avoir 2 chiffres dans ce nombre. Pardon. Donc vous avez 2 slots, on va dire. Pour que ce soit un nombre à 2 chiffres, il doit se terminer par quelque chose qui est soit 0, soit 1 jusqu'à 9. Donc vous avez 10 choix pour le deuxième chiffre. Par contre, pour le premier, ça ne peut pas être 0, donc ça doit être 1, 2, 3, 4, 5 ou jusqu'à 9. Donc il y aura 9 choix pour le premier chiffre. Donc combien est le nombre à 2 chiffres? Ça fait 9 fois 10, ça fait 90. Je ne sais pas si ça vous paraît logique. Et la question, c'est pourquoi ça vous paraît logique? Pas de nouveau. En fait, c'est pas si évident que c'est vrai. Enfin, si c'est évident que c'est vrai. Mais si on y réfléchit, c'est pas si évident. Et c'est en fait un axiome. De nouveau, c'est une vérité que nous vous imposons, nous les matheux. Ah, pardon, Yasmine, tu as clarifié ta question. Non, donc c'est pas la démonstration qui porte un nom, c'est la formule. La formule qui est ici. Non, pardon, je vais peut-être dire la question. La démonstration a-t-elle un nom? Non, la démonstration n'a pas de nom, mais cette formule-là et sa généralisation s'appelle la formule d'inclusion-exclusion. Je crois que si tu googles ça, tu tomberas dessus, il y a certainement plein de pages Wikipédia qui en parlent. Donc, l'axiome 2, il nous permet de dénombrer des ensembles qui sont collés par produit, en fait. Et donc ça dit quoi? Ça dit que si vous avez une suite T1 jusqu'à Tk, et s'il y a N1 valeurs possibles pour le premier élément de la suite, N2 valeurs possibles pour le deuxième élément de la suite, jusqu'à Nk valeurs possibles pour le kème élément de la suite, alors il y a N1 fois N2 fois N3 jusqu'à fois Nk éléments... Il y a N1 fois N2 fois N3 jusqu'à fois Nk suite, construite avec ces contraintes. Donc cet axiome dit simplement que ce que votre cerveau fait de manière naturelle est vrai. C'est tout. Et donc combien y a-t-il de nombres à 2 chiffres? 9 fois 10, parce qu'il y a 9 choix pour le premier, 10 choix pour le second. Combien y a-t-il de combien y a-t-il de nombres à 2 chiffres différents? Pour le deuxième, il y a... Pour le premier, pardon, peut-être le faire dans l'ordre. Pour le premier, il y a 9 choix. Et pour le deuxième, on va peut-être le faire lentement. Je vais faire celui-là ici. Donc, combien de mots de 3 lettres? On prend l'alphabet français standard. Il y a 26 choix pour la première lettre, 26 choix pour la seconde lettre, 26 choix pour la troisième lettre. Ça va ça? Combien y a-t-il de mots de 3 lettres qui commencent par A? Sans Célie, elle commence. Combien y a-t-il de mots de 3 lettres qui commencent par A? La première contrainte, il n'y a qu'un seul choix. La deuxième contrainte, il y a 26 choix. Et la troisième contrainte, il y a 26 choix. Ça va? Combien y a-t-il de mots de 26 lettres, pardon, de 3 lettres qui commencent par une virgule? Pas une virgule. Je suis fatigué. Il commence par une voyelle
Et là, c'est quelque chose dont je suis conscient, mais peut-être vous n'êtes pas conscient, c'est qu'on n'a pas tous la même définition de voyelle. Il y a combien de voyelles dans l'alphabet? A, E, I, O, U. Bah, Y, c'est pas toujours une voyelle. Ah non, en anglais, c'est pas une voyelle. Ah si, je t'assure. Donc, dans l'alphabet français, il y en a 6. Dans l'alphabet anglais, il y en a que 5. Parce que Y compte comme une consonne. J'ai raté une question à cause de ça. Hein. Donc, quand je poserai des questions, je ferai toujours attention à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. S'il y a une ambiguïté dans mes questions d'examen, signalez-les-moi, et tant mieux pour vous. Moi, je dois m'arranger pour que je ne peux pas vous poser des questions comme ça sans vous dire, dans l'alphabet classique, avec 20 voyelles et 20 consonnes et 6 voyelles. Je dois vous spécifier tout ça, moi. Ça va? Par exemple, je ne peux pas non plus supposer que vous savez jouer des jeux de cartes. Donc si je vous dis quelles sont les chances de tirer un cœur dans un jeu de cartes, je dois spécifier, jeu de cartes standard, 52 cartes, 13 machin, 13 machin. Parce que tout le monde n'est pas au courant de ça. Donc, il y a 6 voyelles, A, E, I, O, U, Y. Donc on a 6 choix pour la première contrainte, 26 choix pour la seconde, 26 choix pour la troisième. Ok? Les exercices, je vous laisse les faire. Je mettrai les réponses. Mais je vous laisse un peu y réfléchir. Réfléchissez-y entre vous. Et je mettrai les réponses un peu plus tard. Oui? Juste une question pratique. Vous mettrez les réponses sur Teams ou bien sur le Teams. UV? Non, Teams. Sur l'UV, je mettrai les documents quand tout sera fini. Donc le cours annoté. Donc, le syllabus y est déjà. Le cours annoté, quand on aura fini le cours, je le mettrai en ligne aussi. Tous les documents supplémentaires, je les mettrai sur l'UV aussi. Mais pour l'instant, pendant que le cours a lieu, je mets tout sur Teams. Et j'essaierai de ne pas oublier de mettre les vidéos sur YouTube. Mais quelqu'un ici doit me le rappeler. Je sais plus qui. Toi? Quelqu'un doit me rappeler. Et comment on fait si la question c'est combien de mots de 3 lettres peut-on construire, combien de mots de 3 lettres contenant les lettres A? Ah! Excellente question ici. Combien de mots de 3 lettres qui contiennent... Oh, j'écris mal. Un A. Combien de mots de 3 lettres qui contiennent un A? Donc là, tu as une contrainte qui est en fait mobile. Le A, il peut être en première position, en deuxième position, sans les mains. Le A peut être en première position, deuxième position, troisième position. Donc on a 3 contraintes, on a 3 positions. Et le dénombrement sera différent selon que le A est en première, deuxième, troisième. Si le A est en première position, il y en aura 26 au carré. Si le A est en deuxième position, il y en aura 26 au carré aussi. Et si le A est en troisième position, il y en aura 26 au carré aussi. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 26 au carré fois 3. Ça va? Ou bien on peut dire que le nombre de mots possibles, de 3 lettres possibles qui ne contiennent pas A est de 25 fois 25 fois 25. Et après on peut soustraire ce qu'on a trouvé de 26 au cube. J'aime ce que tu dis. Donc je répète, ce que dit la même demoiselle que celle de la démonstration qui n'a pas fonctionné, elle dit que pour dénombrer le nombre de mots de 3 lettres qui contiennent A, on peut aussi compter le nombre de mots de 3 lettres qui ne contiennent pas A, et soustraire ce résultat-là du nombre total de mots de 3 lettres. Et donc, on peut aussi dire que c'est égal à 26 au cube moins 25 au cube. Et là, on a un résultat assez rigolo qui dit que en fait, 26 au cube moins 25 au cube, c'est la même chose que 26 au carré fois 3. Ça marche pour n'importe quel nombre de parts. De quoi? Ça marche pour n'importe quel nombre de puissance. Aucune idée. Aucune idée. Je vais quand même... Donc ça fait...
Oui, non, c'est bien, c'est excellent. Ne dis rien. Chut. Pardon. Non, il y a une faute. C'est ça qui est merveilleux. J'ai écrit une grosse bêtise. Et tu m'as laissé faire, c'est sa faute à lui. Oui? Ah bah oui. Donc, les gens du chat. Oui, exactement. Donc, Floriane, tu as repéré avant. Quelqu'un du chat était avant vous. Il y a une faute ici. Vous la voyez tous maintenant? Cherchez-la, elle est bien. Elle est trop bien. Ceci est faux. Pourquoi? Donc en fait, non, pardon, je recommence. Donc, en fait, l'ennui, c'est que l'ennui. Donc, revenez tous. L'ennui, et c'est ça. Je pense que ceux d'entre vous qui ont fait de la combinatoire à l'école, vous avez appris à détester ça avec une. Enfin, moi, je déteste ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas en train de compter la même chose ici et ici. Ici, on compte quoi? On compte le nombre de mots qui ont une seule fois la lettre A. Et ici, c'est au moins un A. Donc ça ne compte pas exactement la même chose. Donc voilà. Donc, deuxième fois. Ceci répond à une autre question qui est combien de mots de 3 lettres qui contiennent exactement un seul A. Non, c'est juste. Bon, je vais quand même avancer parce que je veux arriver à la suite, qui est la notion de. Donc on va maintenant en. Il est quelle heure? En 10 minutes, on va avoir 3 formules importantes qui vont vous servir pour les TP et aussi pour la suite. C'est la formule factorielle, la formule arrangement et la formule combinaison. Donc c'est 3 quantités extrêmement utiles qu'on va voir assez rapidement. Et puis après on va terminer le cours pour aujourd'hui. La première, c'est on regarde des suites et on dit qu'une suite dont les termes sont distincts, c'est ce qu'on appelle une permutation. Donc des exemples de permutation, je prends les... Je vais faire ça... Je prends les éléments A, B, C, D. Une permutation de A, B, C, D, ce serait par exemple de les prendre dans l'ordre. Une autre permutation de A, B, C, D, ce serait de les prendre dans cet ordre-là. Etc. Une suite dont les termes sont distincts est appelée une permutation. Si vous avez un ensemble à n éléments, cette phrase-là, ça veut dire si vous avez un ensemble A qui contient n éléments, n factoriel, c'est le nombre de permutations des éléments de A. Et donc c'est une définition que je vous donne. Je ne vous le construis pas, je vous dis n factoriel, ce nombre-là, c'est le nombre que vous obtiendrez si vous comptez le nombre de permutations qu'il y a des éléments d'un ensemble. Donc par exemple, 4 factoriel, ce sera le nombre de permutations de l'ensemble qui est ici.
Pourquoi? Par définition. Si vous avez un ensemble à 10 éléments, 10 factoriel, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans... Non. 10 factoriel, c'est le nombre de façons qu'il y a de permuter les éléments de votre ensemble. Donc c'est quelque part, si vous voulez voir ça de manière plus imagée, c'est le nombre de façons qu'il y a de mettre en ligne. Alors, il y en a combien combien est-ce qu'il y a de façons de mettre des objets en ligne? On va peut-être regarder avec des ensembles plus petits. Donc si par exemple je prends un ensemble à 2 éléments, combien est-ce qu'il y a de permutations d'un ensemble à 2 éléments? Il n'y en a pas beaucoup. Soit je prends A puis B, soit je prends B puis A. Donc 2 factoriel, ce sera égal à 2. Ok? Si je prends un ensemble à 3 éléments, je vais avoir A, B, C, ou j'aurai A, C, B, ça devient vite long, hein. B, A, C, je crois que j'en oublie un, B, C, A, la 3 factoriel sera égal à 6. C'est peut-être pas la manière la plus efficace, parce que quand on va arriver à 4 factoriel, la liste va devenir trop longue pour réussir à la faire à la main. Alors on peut aussi voir que 6, c'est aussi quoi? C'est que vous avez 3 positions à remplir. Vous avez 3 choix pour le premier, A, B ou C. Mais une fois que le premier est fixé, vous n'avez plus que 2 choix pour le deuxième élément de votre liste. Et une fois que les 2 premiers sont fixés, il ne vous reste plus qu'un seul choix. Oui? Si on regarde un ensemble à 4 éléments, donc je vais avoir A, B, C, D, ou alors j'aurai A, C, B, D, ou alors ça devient un peu long. Mais 4 factoriel, ce sera quoi? J'ai 4 choix pour le premier, et puis après j'ai tous les arrangements des 3 suivants. Donc ça va être 4 choix pour le premier, puis j'ai 3 choix pour le second, puis j'ai 2 choix pour le troisième, et puis j'ai un seul choix pour le dernier. Ça va donc faire 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui se trouve valoir 24. Donc il y aura un liste à 24 éléments. Ça va ça? De manière générale, n factoriel, c'est le nombre de façons qu'il y a d'arranger des éléments d'un ensemble qui contient n éléments. Et ça vaut quoi? Vous avez n choix pour le premier élément, n-1 choix pour le second, 3 petits points, 2 choix puis 1 choix, ça fait n fois n-1 fois n-2 fois n-3, etc., jusqu'à fois 2 fois 1. Donc il y a plusieurs façons de définir la factorielle. Qui ici a déjà vu la factorielle? Ouais, à peu près tout le monde. La factorielle, ça peut se définir comme ce nombre-là. Donc n factoriel, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à fois 1. Ou alors, et moi c'est cette façon-là que j'ai adoptée ici, c'est n factoriel, c'est la réponse à la question de combien de façons puis-je mettre en ligne n objets différents. C'est une réponse à une question. Du coup, 0 factoriel, ça vaut combien? 1. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'aligner rien. Okay, mais ce n'est pas la seule façon de définir la factorielle. Donc on vient de prouver ceci. Question intéressante pour les matheux d'entre vous, c'est est-ce qu'on peut définir une factorielle en dehors des nombres naturels? Oui, intuitivement, pour les négatifs, on peut dire que c'est 0. Mais pour les positifs, est-ce qu'on peut définir par exemple pi factoriel? Ça a du sens. Et la réponse est oui, en fait, assez étrangement. C'est une fonction que vous verrez jamais, je crois. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est la fonction gamma. Donc à nouveau, si vous aimez, vous cliquez. Je crois que vous pouvez cliquer quand je pose des questions. Si je me souviens bien, j'ai mis des liens. Et vous pouvez aller voir cette fonction gamma qui est assez jolie. Alors... le temps file.
La factorielle, c'est la réponse à la question de combien de façons puis-je aligner un certain nombre d'objets. Un autre concept que la plupart d'entre vous connaissent déjà, c'est le concept d'arrangement. C'est une question un peu plus subtile que la question de la factorielle. C'est si au lieu de vouloir aligner tout le monde, je ne veux en prendre que K. De combien de façons puis-je aligner K objets parmi N? Et donc, si vous avez, la définition correcte, c'est si vous avez un ensemble avec N éléments distincts et que vous cherchez à faire un mot de K lettres différentes dans l'alphabet composé des lettres des éléments de cet ensemble, un mot de K lettres est appelé un arrangement et on dénote par A, K, N le nombre d'arrangements de K éléments de A. Je vais peut-être faire un petit exemple. Si je prends l'ensemble A qui est A, B, C, D, E, F, donc ici, cardinal de A qui vaut N, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prenons K qui vaut, allez, 3. De combien de façons puis-je arranger 3 lettres choisies parmi les 6 qui sont disponibles? J'ai 6 choix pour la première, 5 choix pour la seconde, 4 choix pour la troisième. Là, ça me dit que A, 3, 6, le nombre de façons qu'il y a de faire un arrangement de 3 parmi 6, ça vaut 6 fois 5 fois 4. Ça va ça? Non? Donc, en fait, on est en train d'utiliser de manière répétitive l'axiome 2 qui dit que le nombre de façons qu'il y a de dénombrer un ensemble qui est composé par des contraintes successives, c'est simplement de multiplier le nombre de façons qu'il y a de remplir les contraintes dans l'ordre. Donc, cet axiome, il te dit quoi? Il te dit que si tu veux construire un mot de 3 lettres à partir des lettres qui sont disponibles, donc A, B, C, D, E, F, tu veux avoir 3 lettres, tu as 6 choix pour la première lettre, A, B, C jusqu'à F. Une fois que tu as choisi ta première lettre, tu n'as plus que 5 choix pour la seconde. Une fois que tu as choisi tes 2 premières, tu n'as plus que 4 choix pour la troisième, puis c'est fini. Et donc l'axiome te dit, le nombre de façons qu'il y a de faire ça, c'est simplement, tu multiplies les contraintes, donc ça fait 6 fois 5 fois 4. La valeur numérique de ce nombre, on s'en contrefiche, c'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est que A36 permet de compter le nombre de façons qu'il y a de choisir 3 parmi 6. Je vais pousser le vice jusqu'à vous dire qu'en fait, on peut remarquer que ceci est égal à ça. Vous le voyez? 6 factoriel, c'est 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et 3 factoriel, c'est 3, 2, 1. Ça se simplifie au-dessus et en dessous. On va reprendre exactement là, mais donc j'arrête parce qu'il est 45. On va reprendre le cours exactement ici lundi. C'est lundi, hein. À partir de lundi prochain, le cours se passe sur Teams et il durera les 2 heures. Ça va, on démarre vers 13h10 et on termine à 15h. Et on fera une pause. Donc les gens du chat, vous m'avez entendu, le cours est fini pour aujourd'hui. Donc voilà.